for you. But you come to the Commission to tell your story, and we'd like to hear from you about what you want the Commission to do for you. Other things have been getting from newspaper is that Eugene de Kock says it's going to ask amnesty from you. I contest this. Eugene, when he did what he did, he knew. He knew that somebody would die. Today, I'm a widow. I'm an outcast. I'm an outcast in our society because I'm a widow. In our community, in our society. You are associated with all sorts of things when you're a widow. Because of a person who didn't think through when they were doing this job. So that when this person comes to you to ask for amnesty, how do you forgive such a person? If I can find an answer to this question, how do you go about forgiving this person who is a cruel murderer, who killed a defenseless person, who never killed anyone? The person who never raped anyone, the person who never committed any crime, was just fighting for people's rights, but without killing a guy. So, I would like the Commission to assist me there. Thank you, Sefati. I want to say to you that it is true that people apply for amnesty, but you are not obliged to forgive them. And if you want to oppose the amnesty application when it is made, then you have the right to do so. But we will certainly try on your behalf to find out the things that you're asking us to find out, why the parcel came to Becky and how Eugene could do something like that. I thank you for coming to us and for telling us your story, and I thank you for the courage with which you sit here and tell it as well. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le court extrait que vous venez de voir et que vous pouvez, enfin j'y reviendrai, le court extrait que vous venez de voir est tiré du film documentaire de André Van In, La Commission de la Vérité, qui a été diffusé sur Arte en 1999. Nous l'avons choisi avec Barbara Cassin en guise d'avant-propos de cette deuxième séance de ce week-end consacré à l'œuvre de Barbara Cassin, deuxième séance que nous avons intitulée « Parler après ». C'est un film qui dure 2 fois 50 minutes et que vous pouvez emprunter à la bibliothèque municipale de Lille et que vous pouvez regarder aussi sur votre écran si vous avez un abonnement en VOD, et je ne saurais trop vous le recommander. Dans son livre « Éloge de la traduction », Barbara Cassin énonce un projet à la fois philosophique et politique. Il s'agit de compliquer l'universel, parce que l'universel, ou la vérité, est toujours celui de quelqu'un. Et de mettre en garde, l'un est toujours excluant. Le bon universel, au contraire, est toujours dédié, meilleur pour, ici et maintenant. Ce projet fait un avec la conviction, développée à partir de l'exemple des sophistes, celle de l'efficacité symbolique de la parole. Cette position est au centre du colloque organisé en 2003 par Barbara Cassin et Philippe-Joseph Salazar sur le processus vérité, réconciliation et réparation, réunissant des philosophes, des juristes, pour éclairer la façon dont une parole efficace et performative a permis de constituer ou de reconstituer ou de créer les conditions vers une communauté politique en Afrique du Sud. Nous évoquerons ce matin ce processus au fondement des politiques de réconciliation ainsi
qu'un autre chantier dans lequel Barbara Cassin, avec Daniel Vosny, qui est ici à ses côtés, s'est engagée, celui des maisons de la sagesse. Ce serait artificiel de faire une comparaison entre les deux chantiers ou entre les deux réflexions. Il y a pourtant un fil conducteur que je vois, moi, personnellement, celui de la parole performative et de son usage pour ou vers la démocratie. La commission Vérité et Réconciliation a marqué la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Les actes du colloque, publiés par Maurice Hollander, fournissent, et vous pouvez aussi les trouver, c'est en bibliothèque ou en librairie, les actes de ce colloque fournissent des analyses éclairantes de l'ensemble des principes à l'œuvre dans ce processus. La commission, on l'a vu à l'instant, présidée par Desmond Tutu, a travaillé à partir de plusieurs notions de la vérité en les articulant. Une vérité politique et pas une vérité ontologique, c'est-à-dire une vérité construite et non une vérité révélée, une vérité singulière, concrète, incarnée dans le dévoilement des récits recueillis par la commission. La conviction de Desmond Tutu était que seule une telle vérité, reconnue en confiance, accueillie en confiance, truth et trust, ou faith, pouvait fonder la nouvelle communauté sud-africaine. Barbara Cassin rappelle que le but n'était pas d'établir une vérité unique, et probablement impossible, mais de fournir assez de vérité pour construire un consensus et un nouveau peuple, guéri du poison de la violence qui avait infesté autant les victimes que les bourreaux. On peut en effet comprendre le travail de la commission Vérité et Réconciliation comme une performance de vérité. Pour créer les conditions permettant d'aboutir à un tel résultat, à une vérité résultat, il a fallu faire confiance à l'efficacité de la parole. Une parole capable de turn human wrong into human right. Une parole si persuasive qu'elle peut opérer une transmutation, une révélation, une réhumanisation, tant des opprimés que des oppresseurs. Pari risqué, critiqué par ceux qui considèrent que la justice transitionnelle qu'aurait rendu un tribunal au lieu d'une justice transitionnelle a été sacrifiée au profit de la réconciliation et du compromis nécessaire. L'analyse que propose Barbara Cassin et que nous allons discuter tous ensemble avec vous est celle d'une philologue et d'une philosophe qui regarde la commission Vérité et Réconciliation avec des yeux grecs. C'est celle d'une philosophe qui démêle l'imbroglio d'un processus qui menace sans cesse de devenir illisible. Elle sépare, Barbara, la dimension éthique du sens politique afin de faire comprendre comment la justice transitionnelle permet de faire passer d'un état moins bon à un état meilleur, en accordant la liberté en échange de la vérité. Pour sortir de la terreur, il faut rendre possible une parole de vérité, au sens où le dit Angie Krog, dont vous pouvez sans doute aussi trouver le livre en librairie ou en bibliothèque. En français, le titre c'est La douleur des mots et en anglais c'est The Country of My Skull. Angie Krog, poète et journaliste afrikaneur qui a couvert le processus de la commission Vérité et Réconciliation pour la radio, dans un pays où beaucoup de gens ne savent pas lire, dans les 11 langues du pays, de l'Afrique du Sud. Elle s'interroge. Une commission peut-elle être sensible au mot vérité ? Et elle ajoute, si son intérêt pour la vérité est uniquement lié à l'amnistie et aux indemnisations, la commission optera pour la justice, pas pour la vérité. Si elle considère la vérité comme la plus vaste compilation des perceptions, des histoires, des mythes, des expériences, elle choisira de restaurer la mémoire et de favoriser une humanité nouvelle, et c'est peut-être cela, la justice, au plus profond de mon esprit.
C'est sur cette première question, celle de l'effet de vérité, de la possibilité de réconciliation, que je vous propose un premier temps d'échange et de réflexion avec Elisabeth Clavry, directrice de recherche au CNRS, qui travaille sur des questions d'anthropologie juridique, sur la question du judiciaire, sur la sociologie ou l'anthropologie plutôt des phénomènes religieux, et récemment sur différentes formes de sortie des conflits en Bosnie, au Congo, au Rwanda. On en parlera aussi avec Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l'homme du Maroc depuis mars 2011. Vous avez été membre de l'instance Équité et Réconciliation du Maroc. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Fondation des Trois Cultures en Espagne, membre du conseil d'administration du Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Et je tiens à le souligner parce que, à mes yeux, l'ensemble forme une très forte cohérence, délégué général de Générique, qui est une association et qui publie une revue spécialisée dans l'histoire de l'immigration et dans la recherche ou dans la production d'archives sur l'immigration et les étrangers en France. Daniel Vosny interviendra dans ce deuxième temps de notre rencontre ce matin. Vous avez été attaché culturel dans différents pays, en Égypte, en Iran notamment, directrice d'établissements culturels français à l'étranger, et vous avez créé et dirigé le pôle patrimoine mondial au ministère des Affaires étrangères. Et à ce titre, vous avez été associé par Barbara Cassin à un travail extrêmement intéressant que je vous recommande de lire, Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne, fruit d'un travail collaboratif avec des spécialistes africains et européens et dans différentes disciplines, anthropologie, le droit, psychologie notamment. Alors, voilà, maintenant que je vous ai présenté, nous allons échanger devant vous et ensuite avec vous. Je vais proposer à Driss El Yazami de nous dire comment procède la commission équité et réconciliation et si elle a une spécificité. Tu veux réagir, Barbara, avant Non, simplement une petite chose. C'est Daniel qui m'a associé. Ce n'est pas moi qui l'ai associé aux intraduisibles du patrimoine. C'est bien de le préciser. Et nous avons travaillé essentiellement avec des linguistes et avec des directeurs du patrimoine. C'est bien autour du rapport entre, disons, le concret, le réel de ce qui se passe dans les pays et le théorique, et y compris le théorique linguistique, que tout va se nouer aujourd'hui. Très bien. Tu peux me dire, s'il te plaît, combien de temps j'ai, comme ça, pour respecter aussi le temps de parole des autres? Vas-y, je ne sais pas. Tu m'interrompras, d'accord? 5-10 minutes, et puis après on te relancera avec des questions. Écoutez, moi je suis très heureux de participer à cet hommage à Barbara Cassin, simplement parce que peut-être qu'on ne le sait pas, dans ce domaine on ne le sait pas tous peut-être, dans ce domaine qui est la justice transitionnelle, puisque maintenant il y a une quarantaine d'expériences mondiales sur la justice transitionnelle, sur les sévères, les commissions à vérité et réconciliation. Barbara est une des très 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 rares philosophes et intellectuels francophones à réfléchir et à avoir écrit sur ces questions. On a une littérature anglo-saxonne très 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 riche. Il y a un centre international de la justice transitionnelle qui est établi à New York. Il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a par exemple un ami qui s'appelle Pablo de Griff, qui est le premier rapporteur des Nations Unies sur la justice transitionnelle et le droit à la vérité, etc., qui vient de faire un grand livre, par exemple, sur simplement les réparations, toutes les modalités de réparation qui vont au-delà de l'indemnisation. Mais Barbara est une des rares en français à avoir écrit là-dessus, et donc c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation, et je suis vraiment heureux d'être là. Donc, bon, l'instance équité et réconciliation est une
commission Vérité et Réconciliation marocaine. Et lorsqu'on jette un coup d'œil sur un peu les expériences, aucune expérience fondamentalement ne ressemble à aucune autre. Donc il y a eu 40 pays, peut-être un peu plus, un peu moins, je n'ai pas les derniers chiffres. En ce moment, il y a l'instance Vérité et Dignité tunisienne qui est en train de travailler, et au Maroc, nous recevons pratiquement tous les 2-3 mois des amis libyens, syriens, yéménites, et aussi des pays d'Afrique subsaharienne, le Mali par exemple, qui veulent travailler sur ces questions. Et chacun est en train d'inventer ça. Alors, les mots sont très lourds, parce que dire qu'on va faire une commission pour établir la vérité et la réconciliation et faire la réparation des victimes, c'est tout de même des missions quasi impossibles. Parce que est-ce qu'on peut établir la vérité sur une période, puisque généralement ces commissions ont un délai? Est-ce qu'on peut... La vérité, qu'est-ce que c'est cette vérité? On va en parler. 2, est-ce qu'on peut réconcilier et les anciens bourreaux et les anciennes victimes? L'extrait qu'on vient de voir, mais il y a beaucoup d'exemples. Et moi, d'une certaine manière, sérieusement, je pense que dans la réconciliation, et tout de suite je vais le dire, dans la réconciliation, j'ai jamais mis le fait de nous embrasser, quoi. Je veux dire, entre anciens bourreaux et entre... Pour moi, la réconciliation, et c'est pour ça que je suis très sensible aussi aux écrits de Barbara Cassin, la réconciliation, c'est la possibilité de recréer enfin une communauté politique, c'est-à-dire de pouvoir faire advenir une société où, au lieu de s'entretuer, parce qu'on a des avis différents, parce qu'on a des projets de société différents, on peut se bagarrer, se battre entre nous, mais pacifiquement. Au lieu de se massacrer entre Hutus et Tutsis, Madame Clavry en parlera beaucoup plus que moi, ou d'autres, ou ce qui s'est passé en Amérique latine, ce qui s'est passé dans mon pays. Dans mon pays, au lendemain de l'indépendance, il y a eu d'abord une période d'affrontement entre les fractions du mouvement nationaliste. Les premiers centres de torture au Maroc ont été ouverts par une partie du mouvement nationaliste contre l'autre partie du mouvement nationaliste. Avant, avec la complicité de l'État naissant. L'État n'était pas là encore marocain. Et donc, durant toutes les années 60 et 70 notamment, nous avons vécu des périodes où la torture, la disparition, les procès inéquitables, les enlèvements étaient monnaie courante. Donc, c'est parce qu'il y avait une bagarre pour le pouvoir, une bataille pour le pouvoir. Et donc, se réconcilier, c'est simplement se dire, on ne va pas oublier. On ne peut pas oublier d'une certaine manière. Certaines victimes peuvent oublier, d'autres ne peuvent pas oublier ce qu'elles ont subi, y compris personnellement. Enfin, je suis loin d'être le seul. Des choses qu'on ne peut pas oublier, qu'on a fait à votre famille, à vos proches, à vous-même ou à vos frères et sœurs. Mais, d'une certaine manière, le marché politique est celui-là. On ne va pas pardonner, oublier en partie d'une certaine manière, mais parce qu'on va essayer d'avoir une société pour les nouvelles générations où ces pratiques n'existent plus, où il y a la garantie de non-répétition, comme on dit, des violations graves des droits de l'homme en faisant des réformes. C'est ça pour moi la réconciliation. L'autre terme, c'est la réparation. Est-ce que là aussi on peut réparer des choses? D'abord, est-ce qu'on peut réparer avec de l'argent? Quelles que soient les sommes qu'on donne. Là, si vous voyez cet ouvrage de Pablo de Griff sur la réparation, vous verrez que par exemple le Maroc est un des pays où on a donné le plus d'argent aux anciennes victimes. Mais même, quelle que soit cette somme, est-ce qu'on peut réparer avec de l'argent? Est-ce qu'on peut même... je ne le crois pas. Il y a des choses aussi qui sont irréparables. Et donc, il faut essayer d'aller vers des modalités, plusieurs modalités de réparation. Mais il y a des... Et le troisième objectif, qui est celui de, excusez-moi si j'ai un peu de la vérité, il y a à mon avis au minimum 3 types de vérité. C'est pour ça que c'est ceci. Et d'abord, la vérité qui est essentielle, qui est au centre du travail des commissions de vérité, qui est la vérité des victimes. Le fait de recueillir leurs témoignages, leurs récits, et d'abord le travail essentiel, et c'est important même si c'est de la mémoire, c'est-à-dire c'est pas la vérité, c'est une partie comme toute mémoire, partielle et partielle. Mais il faut la recueillir, il faut lui donner, et surtout peut-être autant que la recueillir, la dévoiler, la faire entendre à ceux qui n'ont pas connu ça, à toute la société. D'où l'importance des auditions publiques qu'on a fait aussi au Maroc. C'est-à-dire le fait que solennellement, de manière solennelle, les anciennes victimes
de toute génération, de toutes les périodes historiques, viennent et disent, dans un moyen public, à la télévision publique, en direct, avec leurs mots, avec la langue. Par exemple, au Maroc, on avait permis aux gens de parler en arabe, en amazigh ou en français. C'est-à-dire la langue qu'ils voulaient utiliser. Ils n'étaient pas interrompus, ils avaient en principe 20 minutes, mais en fait, ils parlaient chaque fois le triple. Mais ils n'étaient pas interrompus. Il fallait qu'ils disent avec leurs mots, avec une condition qu'il y avait dans l'expérience marocaine, c'est qu'ils ne pouvaient pas dire publiquement le nom du responsable. Voilà. Ce qui a suscité d'ailleurs des débats. Ils pouvaient nommer l'institution, mais pas le responsable nominatif. On pourra en parler après. En tout état de cause, d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces anciennes victimes, on leur avait demandé de respecter cette condition, ils étaient en direct et ils l'ont tous respecté. On aurait pu imaginer que quelqu'un... En tout état de cause, ce dévoilement, c'est-à-dire le fait que toute la nation est invitée à écouter, à faire preuve d'empathie vis-à-vis de cette souffrance, est à mon avis un des moments les plus importants dans chaque expérience. Il y a bien évidemment la vérité judiciaire. On en a parlé très rapidement. C'est aux tribunaux d'établir la vérité judiciaire. La question, c'est que face à des crimes massifs, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Parce que la justice ne juge que des individus, elle ne juge pas des individus un par un, en établissant ce qu'on appelle la chaîne de responsabilité et la responsabilité directe. Donc, face à des crimes que, vous savez, il y a un ouvrage passionnant de Garapan, d'Antoine Garapan, sur peut-on juger les crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. C'est la phrase de Hannah Arendt. Et puis il y a un livre aussi de Pierre Azan, c'est un ami. Et donc, est-ce qu'on peut juger tout le passé? Je veux dire, pour prendre un exemple très concret, s'il fallait juger tous les crimes individuellement commis en Algérie, ça ferait peut-être du bien. Mais ça ferait quelque chose de titanesque. Je veux dire, est-ce que c'est même envisageable, Barbara? On peut discuter. En tout cas, il y a la vérité judiciaire. Dans le cas marocain, il y avait, comme j'ai dit, on ne pouvait pas établir publiquement la responsabilité individuelle, mais il n'y a pas eu d'amnistie. C'est-à-dire que la victime pouvait aller à la justice pénale pour demander réparation par la modalité pénale. Et enfin, il y a surtout ce qui est compliqué, c'est la vérité historique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, parce que l'idée c'est ça aussi, c'est comprendre, c'est pas simplement, c'est comprendre ce que un pays, un peuple a vécu. Alors nous, là, grosso modo, très rapidement, on s'est rendu compte que nous, on n'avait pas c'était pas notre travail de faire une histoire officielle, une histoire unique. Mais qu'il fallait donner au pays. Donc c'est pour ça que dans le rapport final de l'instance sécurité et réconciliation marocaine, il y a des récits, des violations, mais il n'y a pas de récit sur l'histoire du pays. Alors qu'on nous l'avait demandé dans le décret qui avait créé cette commission. En revanche, on s'est dit, il faut créer les conditions de faire l'histoire. C'est-à-dire de passer, parce que notre constat, c'est qu'on avait ce que nous appelions une inflation de mémoire sur ces décennies noires, ces années de plomb, mais un déficit d'histoire. Un déficit d'histoire au sens d'un processus continu et renouvelé d'écriture de l'histoire. Ce n'est pas une histoire définitive. Je veux dire. Et c'est pour ça on est une des rares commissions qui avions établi une recommandation pour avoir une loi sur les archives. Et il y a effectivement une loi sur les archives modernes, parce qu'on n'avait pas... La dernière loi moderne sur les archives du Maroc datait de l'IOT, de 1926, pour vous donner un ordre d'idée. Donc il n'y avait pas d'archives. Maintenant, l'Archive du Maroc existe, c'est une institution. Nous avons déposé, d'ailleurs, le 9 décembre prochain, nous déposons les archives de l'instance sécurité et réconciliation qui ont été organisées, et nous organisons un grand colloque international sur archives et mémoire. Nous avons aussi recommandé créer un institut marocain d'histoire du temps présent, parce qu'il n'y avait pas d'historien du temps présent formé au Maroc. La première promotion vient de sortir. Et nous sommes en train d'essayer, difficilement, de mettre en place des musées, un musée national et des musées régionaux. Dans notamment 2 régions qui ont particulièrement souffert dans notre histoire. Le Rif au nord, c'est d'actualité en partie. Et le Sahara au sud du Maroc, et aussi un musée
national à Casablanca sur lequel nous essayons de travailler. C'est pour dire que fondamentalement, ces trois objectifs qui sont donnés à une commission vérité et réconciliation sont des objectifs absolument gigantesques, me semble-t-il, et que fondamentalement, une commission vérité et réconciliation, c'est un outil de transition, me semble-t-il. C'est pour ça que le terme de... C'est d'une certaine manière la transition d'un moment de déni de citoyenneté à un moment de début de citoyenneté. C'est-à-dire d'amorce de la citoyenneté, c'est-à-dire de la recréation d'un espace commun, pluraliste nécessairement, et aussi nécessairement conflictuel. On n'est pas d'accord, surtout. Mais, voilà, merci. Merci beaucoup. Driss, tu veux réagir et on... Oui, c'est-à-dire, c'est absolument passionnant pour moi de voir de près la différence et donc la singularité de la commission Vérité et Réconciliation par rapport à une commission Équité et Réconciliation. Tu l'as souligné, Driss, on n'avait pas le droit de donner la vérité jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire le nom des perpetrators. Hein. Et ça a été respecté. Et en revanche, il y a eu d'énormes réparations. Juste réfléchissons un instant à ça par rapport à la commission Vérité et Réconciliation. La commission Vérité et Réconciliation, tu l'as dit dès le départ, je vais redonner la définition de l'amnistie. L'amnistie, c'est la liberté en échange de la vérité. On donne la liberté à ceux qui disent la vérité. Toute la vérité. Ça s'appelle full disclosure. Il faut tout dire jusqu'au bout. Il faut tout déclore. Et je voudrais insister sur cette notion de vérité en Afrique du Sud. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, comme toujours, du réel. Hein. C'est une certaine situation. C'est la situation où, si on ne fait pas quelque chose, il y a juste un bain de sang. C'était ça qui se passait. Comment faire pour que ne pas? On choisit un instant très précis. L'instant T, ce qu'ils appellent le kairos. Et c'est pour ça que j'ai été tellement impliquée dans cette commission, c'est parce que, bon, kairos, c'est un mot grec, comme vous l'entendez, qui dit le moment à saisir. Avant, ça n'est pas temps, après, ça n'est plus temps. Bon. Donc, moi, j'étais à ce moment-là professeur, j'enseignais la rhétorique à Cape Town, pour quelques mois, à l'invitation de Salazar, justement, dont on parlait. Et c'est alors que les gens de l'ANC qui sont venus me trouver, c'était vraiment juste au moment de l'élection de Mandela, sont venus me trouver en disant on voudrait faire une nouvelle Athènes, comment est-ce qu'on fait? Bon. C'était tout à fait passionnant. Et l'idée, c'est que, eh bien, il faut constituer le nouveau peuple arc-en-ciel. Avec cette grande plaisanterie qui circulait alors, peuple arc-en-ciel? Ah, mais le noir n'est pas une couleur de l'arc-en-ciel. Et réponse, ah, le blanc non plus. Donc, le peuple arc-en-ciel, le nouveau peuple à faire, c'était un peuple qui devait réunir toutes les composantes de ce qui avait constitué l'Afrique du Sud. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on n'oublie pas, c'est-à-dire qu'on dit toute la vérité. Et comment fait-on? C'est là où le dispositif de la Commission d'Afrique du Sud était proprement génial. On fait de la manière suivante. On donne quelques conditions, très simples. La première, c'est que, donc, sous l'idée générale que sera amnistié celui qui aura dit toute la vérité. Sous cette condition générale, on donne trois conditions, c'est la troisième, celle-là, dire toute la vérité. La première, c'est qu'il faut parler des événements qui ont eu lieu dans ce qu'on appelle être l'apartheid. Donc il y a une firm cut-off date. Bon, c'est de telle date à telle date, le massacre de Sharpeville jusqu'à l'élection de Mandela. Et la deuxième, qui est très intéressante, si on fait la comparaison avec les autres commissions qui existaient avant, la deuxième, c'est il faut que les faits dont on va parler soient politiquement liés, politically linked. Ça veut dire qu'on met en jeu là la loi de l'obéissance due.
comme, vous savez, qui a fait tellement de bruit en Argentine et au Chili. Il faut qu'on puisse prouver, eh bien, qu'on a tué le noir qui était derrière vous là, pas parce qu'il avait une sale gueule, hein, mais pas parce qu'on en avait peur, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, le parti, vous l'avez ordonné. Donc, vous n'étiez pas idiot en le tuant, au sens grec du terme, dont on a parlé d'ailleurs hier, c'est-à-dire vous n'étiez pas votre personne privée, vous étiez lié politiquement. C'est un acte politique. Donc, avec ces trois conditions, firm cut of date, politically linked et full disclosure, on peut demander l'amnistie. L'amnistie, c'est donc la vérité ou la liberté en échange l'une de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment où personne n'avait la possibilité de faire tenir vraiment ces élections libres, où personne n'avait la possibilité de pacifier le pays, sans les forces qui avaient été mises en place par l'apartheid, sans la police, sans la gendarmerie, etc. Sans ces forces-là, rien ne pouvait se faire, et c'était donc le bain de sang. Donc, l'amnistie a été au fond un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Mais un je te tiens, tu me tiens par la barbichette qui a tiré le parti le plus génial d'une situation atroce. Pourquoi? Eh bien parce que jamais personne n'aurait rien su de ce qui s'était passé en Afrique du Sud. Jamais aucun Africain du Sud n'aurait su ce qui était arrivé à son fils, à sa femme, ce qui s'était passé dans le pays si il n'y avait pas eu cette full disclosure. Et comment est-ce qu'elle s'est produite? Eh bien, elle s'est produite en obligeant, de manière ironique, et c'est là-dessus que je veux insister, Tutu parle tout le temps de vérité ironique. Il a fallu que les perpetrators, c'est-à-dire ceux qui avaient fait des graves violations des droits humains, viennent dire ce qu'ils avaient fait pour pouvoir être amnistiés. Et à partir du moment où quelqu'un ne le disait pas, eh bien, il se trouvait que quelqu'un d'à côté en parlait suffisamment, de manière suffisamment latérale pour qu'on sache qu'il ne l'avait pas dit l'autre. Et donc il fallait que tout le monde en parle. Et c'est cette première cohésion-là qui a produit le peuple arc-en-ciel. Et ce que vous voyez, pourquoi est-ce que j'ai insisté pour que ce soit ce passage-là et aucun autre dans ce film magnifique que je vous conseille vraiment? Pourquoi est-ce que c'est ce passage-là qui a ouvert notre discussion? Parce que là, vous voyez la différence entre morale et politique. Là, la veuve de Mbeki dit « moi, je ne peux pas leur pardonner ». Et Yasmine Souka, qui d'ailleurs s'est retrouvée au Rwanda, dans les Gachassa, Yasmine Souka, qui parle là, dit « écoutez, on vous comprend, ma sœur, on vous comprend. Non, personne ne vous demande de pardonner. Mais nous allons amnistier. Nous allons amnistier parce que voilà, c'est comme ça que se constitue la communauté politique. Et elle se constitue non pas en pardonnant, en pleurant, en s'embrassant, comme tu disais, mais elle se constitue par volonté politique. Et c'est ça la chose extraordinaire du peuple arc-en-ciel. C'est que c'est véritablement un effet performatif de la parole. Donc c'est là, c'est peut-être ce lien-là que je veux faire pour qu'on comprenne pourquoi je me suis à ce point-là intéressée à la commission Vérité et Réconciliation et pourquoi on m'a demandé là-bas de m'y intéresser. C'est parce que, voilà une phrase de Gorgias dans l'éloge d'Hélène. Le logos, le discours, est un grand tyran ou un grand dynaste, qui avec le plus petit et le plus inapparent des corps, vous le voyez ça, ce petit et cet inapparent corps, là c'est mes phonèmes, qui avec le plus petit et le plus inapparent des corps, produit les effets les plus divins. Performe, apotélèe, parachève, les effets les plus divins. Bon. Et qu'est-ce que dit Tutu? Tutu dit, on croit d'ordinaire que parler, c'est décrire le réel. La commission n'est pas de cet avis. Incroyable. La commission n'est pas de cet avis. La commission pense que la parole, discours et rhétorique, fait le réel. Constructs, builds reality. Construit le réel. Et c'est ce rapport-là à la performance politique de la parole qui, pour moi,
m'entraîne à considérer simultanément un certain type de philosophie grecque, si vous voulez, et un certain type de politique. Et peut-être toute politique, parce que dans toute politique, au fond, ce qui est en question, c'est pas tellement qu'on va vous persuader. Bien sûr, on va essayer de vous raconter des cracks, vous allez les croire, et puis ça va vous engager, et puis vous allez voter. Bon, non. Mais ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses avec les mots en politique. C'est ça. C'est ça le. Si j'avais à définir le politique, je dirais, c'est le lieu où nous tous faisons des choses avec les mots. Et je pense qu'il y a deux lieux comme ça, il y a la politique et l'amour. Où là, on fait des choses avec les mots. Voilà, c'est l'amour. On y reviendra ce soir, et effectivement, c'est bien qu'on passe de l'un à l'autre. Mais effectivement, Barbara, quand tu dis... la vérité ironique. Oui, et... le contexte politique dans lequel les actes ont été commis, on peut dire qu'il s'agit d'une considération politique de l'efficacité de la parole, dans la mesure où, du coup, qu'est-ce qu'un crime commis dans le contexte de l'apartheid? C'est un crime commis contre l'unité nationale ou contre la démocratie. Qui n'existe pas. Voilà, mais parce que celui qui a fait cet acte, c'est qu'il a choisi la violence contre la délibération pacifique, d'une certaine manière. Je dirais pas ça, parce que ça, c'est trop intellectualisé par rapport à ce qui se passait. Personne ne choisissait, il n'y avait pas de possibilité de délibération pacifique dans l'apartheid. Donc, si tu veux, c'est décalé par rapport au réel, ça, à mon avis. J'entends, mais du coup, le choix de cette justice... Et c'est une transition vers ce que pourrait nous en dire Elisabeth Claverie, c'est le choix de ne pas faire Nuremberg. Oui, voilà. Mais ça on est d'accord. Mais c'est donc pas... Enfin, là, on ne se passe pas au moment de l'action commune. Non, d'accord. On se passe après, bien sûr. Bien sûr, c'était ni vainqueur ni vaincu. Le moment T, c'était ni vainqueur ni vaincu. Et je voudrais encore dire une chose par rapport aux notions de vérité que tu as rappelées, par rapport à ce qu'a dit Driss, parce que c'est vraiment tout à fait passionnant. Parce que la commission Vérité et Réconciliation a véritablement théorisé, et avec Desmond Tutu l'a fait de manière magnifique, les différentes notions de vérité qui s'offraient à lui ou à elle. Et il a dit, voilà, il n'est pas question, nous ne sommes pas des historiens, nous n'allons donc pas établir une vérité historique. Nous ne sommes pas des scientifiques, des épistémologues, nous n'allons pas établir de vérité épistémologique. Et ça, donc, on ne va pas nous dire que nous disons la vérité avec un grand V, ni celle de l'histoire, ni celle de la science. Nous allons travailler avec des notions de vérité emboîtées. Et déjà, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un S à vérité. On va travailler avec des vérités. Et ils les ont absolument classifiées. Ils ont dit, voilà, il y a la vérité du tribunal, factuelle, forensic. Celle-là, c'est une des vérités qui nous intéresse. Il y en a une autre qui nous intéresse, c'est la vérité personnelle, narrative. C'est ce que racontent les gens. Et vous avez vu, là, tell your story. Hein, bon. Et puis, il y a la vérité sociale, c'est-à-dire la vérité du partage langagier entre bourreaux, victimes et juges. Qui ne sont pas des juges d'ailleurs, hein. Ça, c'est des commissaires, c'est pas des juges, c'est pas eux qui vont juger, ni qui vont accorder l'amnistie. Donc, mais la vérité de type social. Et puis tout ça, c'est pour fabriquer la healing truth, c'est-à-dire la vérité qui soigne et qui restaure. Et une vérité de type psychanalytique d'ailleurs. Enfin, il faut faire. Ils ont dit, nous faisons la psychanalyse à l'échelle d'une nation. Comment c'est possible? Jamais plus on dira on ne savait pas, et jamais plus on n'aura pas réfléchi à comment c'est arrivé. Donc c'est ça. L'idée, c'est de fabriquer une vérité qui soigne et qui restaure, parce qu'elle seule peut être une vérité qui fabrique. Et c'est une vérité, c'est pas la vérité. Donc c'est ça qui est très intéressant, je crois. Et c'est comme ça que, moi j'appelle ça vraiment un relativisme conséquent. C'est-à-dire que la phrase que tu as mentionnée, et qu'il faut souligner, encadrer, etc., c'est « enough of the truth for ». On va faire assez de vérité pour, comme si la vérité c'était un quantum malléable. Voilà, il y a un gros tas de machin qui est de la vérité, ben on va en prendre assez pour fabriquer le peuple arc-en-ciel et faire en sorte que la nouvelle Afrique du Sud existe. Donc c'est comme ça que je comprends l'intérêt absolument extraordinaire de la commission Vérité et Réconciliation, parce qui se concentre dans ce geste ironique d'obliger
sans aucune obligation de force, hein, sans armes, d'obliger par la structure, par le dispositif tout seul, d'obliger ceux qui n'ont pas intérêt à dire la vérité à avoir intérêt à dire la vérité. Voilà. Et ça, c'est imparable. Et ça va jusqu'au bout, si vous voulez, c'est-à-dire que même, on parlera peut-être après des musées, parce que ça, je crois que ça vaut vraiment la peine, comment on représente, comment ça se fabrique, comment ça se montre aux enfants, ce truc-là. Eh bien, ça commence à se montrer performativement au musée de l'apartheid, qui est dans une ère de jeu, d'ailleurs, dans une ère de foire, au sens où il y a une grande roue, etc., bon, où les enfants des écoles vont, eh bien, on commence par prendre son ticket. Ben, son ticket, c'est un jeton. On le met dans la porte et zut, ça rentre pas. Ça rentre pas parce que on a tiré le mauvais jeton. On a tiré le jeton noir et pas le jeton blanc. On va retourner, on refait la queue, on prend un jeton. Ah, celui-là, il est blanc. Ah, ça va, on peut rentrer. Vous voyez, c'est-à-dire que faire piger concrètement ce que ça veut dire que l'apartheid, ça fait partie de la commission Vérité et Réconciliation. Et effectivement, c'est sans doute à prolonger avec ce que Elisabeth Clavry, tu peux nous en dire, puisque à la fois travaillant comme anthropologue auprès du tribunal pénal international et auprès d'un certain nombre de processus de sortie de conflits. Donc voilà, c'est un autre regard. Je suis très heureuse de rendre hommage à Barbara Cassin, parce que quand j'ai commencé à travailler sur le conflit armé en Bosnie et que je suis rentrée au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie comme anthropologue, assistant aux audiences, je venais de lire le livre qu'elle avait publié sur l'apartheid, et ça a eu sur moi vraiment un très grand effet. Donc c'est drôle de me retrouver là tant d'années après, etc. Donc j'ai travaillé, moi, dans ces histoires de justice transitionnelle, dans tout ce maillage qui prend tant d'importance aujourd'hui, sous tant de formes extrêmement différentes, avec des dispositifs de toute nature. J'ai travaillé sur 2 dispositifs qui sont des dispositifs pénaux, qui sont ceux du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda, où je travaillais beaucoup moins, mais un peu, et à la Cour pénale internationale, à La Haye. Et donc, comme anthropologue, vraiment, dans une chambre, pour regarder comment j'étais à l'audience le matin, pendant toutes ces années, à l'audience le matin et l'après-midi, dans les bureaux, en haut, en regardant ce qu'on appelle des épreuves de ce dispositif. C'est le fait que les assistants juridiques évaluent la crédibilité des témoins. C'est une épreuve qui s'appelle évaluation de la crédibilité des témoins. Et cette crédibilité des témoins, qu'on entend le matin, se fait sous différents critères que j'ai essayé de comprendre. Il faut savoir, pour comprendre les types de scènes qui sont proposées à la vérité, à l'expression de la vérité, et je vais essayer de vous expliquer le sens qu'il faut donner à ce mot, le dispositif pénal est un dispositif des justices pénales internationales, est organisé de cette façon. Ce sont des dispositifs qui recherchent la vérité, les responsabilités individuelles, mais pour des crimes de masse. Ces cours sont compétentes pour 3 types de crimes: les crimes de guerre, les violations graves des conventions de Genève, les crimes contre l'humanité et les génocides uniquement. Et donc, vous comprenez bien qu'il s'agit là de crimes de masse dans lesquels le nombre des perpetrators est extrêmement élevé, le plus souvent, et qu'on va juger quelques-uns de ce que la Cour appelle, ou le tribunal appelle, les plus hauts responsables. Vous verrez qu'elle et qui va essayer d'établir ses responsabilités. Elle n'a pas de moyens coercitifs propres, donc tout le dispositif d'arrestation est compliqué, on ne va pas parler de ça maintenant, mais la preuve de la culpabilité de la personne qui est présumée innocente va se faire avec des formes différentes de preuves.
des preuves documentaires, les intercepts téléphoniques, quand on tue les, ouvre-leur le ventre, viole les filles, allez-y les petits gars, enfin, etc. Ou des récits de témoins. Et ces affaires durent plusieurs années. L'affaire sur laquelle je viens de travailler a duré 6 ans, à raison d'audience tous les jours, à raison d'une audience tous les jours, donc pendant 5 ans, 5 heures d'entente d'un témoignage devant les juges qui n'ont pas le droit d'intervenir. C'est une procédure de type anglo-saxonne qui réunit des parties. L'accusation présente ses témoins, la défense présente les siens, et chacune des parties est contre-interrogée, chacun des témoins est contre-interrogé par la partie adverse. Donc la scène de vérité, c'est pour ça que je vous ai parlé de ce travail sur la crédibilité des témoins, qui sont très souvent des gens, s'agissant par exemple de la récente affaire sur le Congo, dans une affaire enfants-soldats, avec un statut très particulier des enfants-soldats, qui sont à la fois, dans certains cas, peuvent être accusés d'un certain nombre de faits qui ressortissent des contraintes très fortes qui pèsent sur l'incrimination de crimes contre l'humanité, voient leur implication de responsabilité suspendue s'ils font une full disclosure. Donc, des éléments venus d'autres scènes de la justice traditionnelle sont introduites dans les opérations de la justice rétributive. Donc ça, c'est-à-dire de la justice pénale qui cherche une responsabilité. Donc, ce qui est très intéressant pour l'établissement de la vérité, qui est un thème que l'on peut partager, c'est que cette vérité se fait sous les auspices de ce qu'on appelle la vérité au-delà de tout doute raisonnable, ce qui est un haut standard de preuve au pénal, dans l'économie du pénal. C'est-à-dire que le type de propos qui est proposé par les témoins va être ensuite confronté à d'autres témoignages, et ce qu'il dit pour sa partie, par exemple pour l'accusation, si c'est un témoin de l'accusation, il va être contre-interrogé par la défense, et la façon dont ces deux récits dits par une même personne, qui est donc brutalisée par la partie adverse, et qui doit soutenir, à qui on explique qu'il devra soutenir cette brutalisation, va créer une certaine forme dans laquelle je ne rentre pas ici. Mais, si vous voulez, dans une affaire, pour inculper telle personne de tel type de crime, on va entendre des centaines de témoins qui vont s'exprimer sur ce qui leur est arrivé, ce qu'il vous est arrivé, qu'est-ce qu'il vous est arrivé. Et donc on a là une masse documentaire extraordinaire sur des affaires dont on n'entendrait jamais parler au fin fond de l'Ituri ou du Kivu, sur les façons de tuer, les ordres pour le faire, l'organisation des groupes armés, la façon dont ces populations ont vécu ces violences. Et tout à coup, on a quoi ? Devant des incriminations de type juridique universel, on a tout à coup des récits qui vont dire « Je m'appelle Bernard, nanana, je m'appelle Jean, nanana, j'ai 7 ans, nanana, j'ai 42 ans ». Des personnes qui sont dans un tel état qui ne peuvent pas soutenir le même nom dans un récit au-delà de 3 phrases, qui n'ont pas d'événements communs en partage, et qui montrent une société, dans certains cas, en état de complète anomie. Qu'est-ce qu'on a qui se dit au-delà de ce qui va se dire factuellement? C'est ce que ça vous fait de supporter depuis plus de 30 ans des crimes, que vous soyez violé, mais que votre mère l'ait été, que votre grand-mère l'ait amené, tout en vous tournant l'utérus, tout en vous arrachant les oreilles et tout en vous coupant les seins, ça commence à bien faire. Et donc, résultat, ce qu'on a, c'est quelque chose d'une vérité qui fait pas partie de l'incrimination, mais qui est quelqu'un qui ne peut pas dire son nom, quelqu'un qui ne peut pas dire son âge, il n'y a plus de lieu d'enregistrement en Ituri,
Tout l'enregistrement des routines, les routines ordinaires d'une vie qui serait suspendue par des dispositifs qui assurent les routines, ne sont plus assurés. Les gens vivent dans des forêts, ne peuvent plus, parce qu'ils se sauvent, parce qu'ils ne peuvent plus s'y orienter. Et ce qui se dessine petit à petit, c'est des gens qui sont dans... C'est pas tout à fait les musulmans de Primo Levi, c'est pas tout à fait la prostration. Pour des populations entières de déplacés qui se... Pour ces femmes en Ituri, entre le moment de la conception et le moment de l'accouchement, elles ont été violées 3 fois et déplacées 5 fois, et l'enfant ne sait pas son nom. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, et il est engagé dans un groupe armé, donc, ce que l'on voit, c'est des choses souterraines qui se dégagent sous le titre d'une incrimination en droit international, pénal. Mais c'est bien autre chose qui se développe petit à petit sur 15 ans par ces femmes bosniaques de Foča. Foča, c'est un des rares endroits où, dans les fosses, on trouve plus de corps de femmes que de corps d'hommes. C'est inédit. Des choses comme ça. Et puis on a d'autres processus, de ce que tout à coup on apprend de ce que sont les conflits armés aujourd'hui, dans les guerres asymétriques, etc. C'est des choses... Par exemple, on a des courtes scènes, comme au tribunal pénal international pour la Yougoslavie, de Mladic, qui va être jugé la semaine prochaine. Le jugement sera prononcé le 23, je vais y être. Et si vous voulez, c'est des choses comme ça. C'est Mladic qui dit, écoutez, on n'est pas des gonzesses, hein, on se bat, on est une armée serbe contre une armée musulmane. Ben oui, monsieur le procureur, mais oui, monsieur le juge, il y a des morts. À ce moment-là arrive le chef de l'enquête du procureur qui, en audience au prétoire, sort un os et dit ça, c'est l'os d'une vieille bonne femme comme moi, bourrée d'arthrose. Et c'est 70% des os sont bourrés d'arthrose dans la fosse qu'on vient d'investiguer. Et ça s'appelle des civils, monsieur Mladic. Et première fois de sa vie, Mladic s'est tué pendant plusieurs secondes. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est d'une part, tout à coup, une documentation de ce que sont vraiment, ce qui est fait aux personnes, à ce que ce type de juridiction appelle des civils, par des personnes armées, qu'elles soient miliciennes ou militaires, ce qui est délégué aux milices que ne font pas les militaires, qui font faire aux civils, aux milices le sale boulot. Tout à coup, ces logiques-là, on se met à les comprendre. Hein, et puis d'autre part, ce qui est fait au-delà du couteau. La question pénale, elle est simple. Où le couteau, vous l'avez mis où dans la dame, quand, comment, etc., avec quelle organisation. Et tout à coup, alors qu'il s'agissait de responsabilité individuelle, on se trouve, puisque dans la définition du crime contre l'humanité, c'est systématicité et ampleur. Et le caractère systématique doit répondre sous le terme de supérieur hiérarchique à un dessin très précis de la structure hiérarchique, open, celle qui est visible et celle qui ne l'est pas. L'utilisation de milices, par exemple, pour Mladic. Pour d'autres, hein, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, lorsqu'on parle de ces cours, ce ne sont pas seulement des scènes pénales au sens restrictif du terme. Le type de description portée par ces centaines et ces centaines et ces centaines de témoins sur ce qui leur est arrivé à une échelle courte, dans le micro-global, dans le micro-local, là où elles ont été touchées, là où elles ont fui, là où elles ont trouvé un enquêteur. Vous voyez, ça donne, en utilisant et des techniques pénales et des techniques mises en œuvre par des commissions comme celle dont vient de parler Barbara, c'est quelque chose qui demande à être décrit et qui n'est pas seulement ce dont on en a fait souvent. Il y a mille choses à dire évidemment, mais tout à coup, des personnes, des dames bosniaques du fin fond de Srebrenica, mais du fin fond de Prijedor, des femmes croates du fin fond de Mostar, des gens qui sont touchés par le groupe
dans le nord de l'Ouganda, du Lord Resistance Army, l'enregistrement des enfants, ce qu'on fait faire aux enfants pour qu'ils rentrent dans ces combats armés, tout ça c'est décrit par le menu, par ces cours. Mais Elisabeth, par rapport à ce que vous venez de dire et de décrire et de rappeler en termes de processus apparent, processus pas souterrain, oui, on a un effet de sidération. Donc la parole... par la parole des témoins. Oui, oui, mais justement, je propose à Barbara de rebondir là-dessus. C'est exactement là-dessus que j'ai envie de rebondir, c'est-à-dire ce qui m'apparaît le plus manifeste dans ce que chacun de nous a dit, là jusqu'à maintenant, c'est que ce dont il s'agit surtout, c'est que ça soit dit. Ouais. C'est-à-dire que ça soit open. Exactement. Tu as dit le mot open, toi aussi. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est d'une politique de la mémoire, en même temps qu'une politique de la parole. Et c'est de ça dont il s'agit avec la commission Vérité et Réconciliation. Il y a eu des archives qui ont été remises solennellement à Mandela, qui sont sur le net. Vous avez ces récits qui sont là, publics, présents. Et c'était retransmis, par exemple, à la télé tous les dimanches soirs, hein, les auditions. C'est comme ça qu'on les voyait. Bon, parce que ça se passait partout, dans toutes les villes d'Afrique du Sud. Bon, et le dimanche soir, on avait les grands moments à la télé, mais c'était incroyable. Bon, et c'était incroyable, et c'était vu, suivi par tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que le fait... Bon, il y a une scène qui m'a bouleversée et qui tient à ce que vous dites là, dans une scène qu'on pourrait montrer dans ce film. C'est au moment où les pires tortionnaires sont là, jugés de coq, tout ça, bien fringués, tout ça, bon, avec leurs avocats, leurs conseillers. Et puis il y a les femmes noires, les mamas, qui rentrent et qui sont là au fond de la salle et on les entend rentrer et puis on les entend qui disent « c'est foutu ». Non, bah, je vous avais bien dit que ça ne marcherait pas. Non mais c'est pas possible, ça va pas. Non mais je le savais. Leurs femmes et leurs enfants sont pas là. Mais c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'avec full disclosure, il faut entendre full, c'est devant tous. Et le open est l'une des conditions. Et alors, je reviens à mes Grecs. C'est la condition du politique. C'est-à-dire que lorsque Protagoras dit quelles sont les vertus politiques, les deux vertus politiques, c'est eidos et dikē. Dikē, ça veut dire la répartition, la juste répartition, ok. Ça, on a traduit par justice, mais ça veut dire qu'on montre quels sont les lots, ok. Mais l'autre mot, eidos, on ne sait pas du tout comment le traduire. On l'a traduit par pudeur, par, je ne sais pas, un tas de manières, honte. La civilisation de la honte, dit-on des Grecs. Bon. Eidos, ça veut dire la conscience du regard de l'autre. Et la conscience du regard de l'autre, c'est ça qui fait politique. Donc, et c'est là où on en est avec ces commissions. Qu'elles soient pénales, judiciaires, ou qu'elles soient, disons, rétributives ou non, quoi. Hein. Mais ce dont il s'agit, et qui est constant, c'est d'une part que la vérité, on ne l'a pas dès le départ, mais qu'on la trouve, hein, que c'est un effet, un résultat, et qu'elle est multiple, et bon, et on le sait. Bon. Et d'autre part, que ce que ça doit produire, c'est cet effet d'eidos, c'est-à-dire le full glare of publicity. C'est comme ça que disait Tutu. Hein. Mais cet effet de conscience du regard de l'autre. Oui. Barbara vient de parler de politique de la mémoire et peut-être qu'on aura le temps de parler des musées et des autres manières de garder ces mémoires, notamment à mon avis la fiction littéraire, le cinéma, etc. Mais moi je suis vraiment comment dire, habité par cette idée que ça peut se perdre aussi. Je veux dire, il y a 3 mois, on a commémoré le 10e anniversaire de la disparition de Driss Benzekri, qui était le président de l'instance marocaine. Et en faisant l'édito on avait sorti un livre il y a 10 ans, juste après sa disparition à sa mémoire, et je faisais l'édito de la 2e édition, et je me disais tout le temps, un gosse marocain qui a 10 ans aujourd'hui, Driss ne lui dit rien. Oui. Et j'étais vraiment habité par cette idée, c'est comment, malgré tout ce qu'on peut faire, comment garder, je veux dire, il faut qu'il y ait cette sidération à un moment ou à un autre. Hein. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un au Maroc, par exemple, m'a raconté, un des trucs les plus, je racontais comment on chauffait de l'huile et qu'on lui mettait de l'huile sur la tête. Ouais. Je
Ça a été une des choses qui a le plus frappé. Et donc, comment garder cette mémoire? Comment avoir des politiques de la mémoire réelles qui soient permanentes? Ça, à mon avis, c'est une des questions et un des enjeux et des défis. Mais je pense que c'est d'une certaine manière une bonne transition vers les maisons de la sagesse dont on pourrait peut-être parler maintenant, puisqu'on peut du coup aussi parler des musées, parler de différentes formes de pédagogie ou d'éducation. Juste pour faire une transition, j'avais envie de vous lire, mais c'est 10 lignes, même pas, du texte d'Angie Krog. C'est la fin d'une journée où il y a eu un témoignage très 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 éprouvant d'une victime, et elle dit: il fait nuit quand je rentre dans le hall de l'hôtel, je n'arrive pas à me mettre les idées en place, les cris de la nuit résonnent à mes oreilles, les visages joviaux entrevus au bar et l'air qui respire le printemps. Comment combiner tout cela? Un mot m'attend avec la clé de ma chambre. Je vous lis le mot. La vie est terrifiante. On peut passer sa vie en sifflant comme un étourneau ou la manger comme un gâteau aux noix, mais nous savons tous deux que c'est impossible. Ce sont des vers d'Ossip Mandelstam. Je contemple ces mots, le nœud serré de mon cœur frissonne. Alors, Daniel, vous qui êtes à l'initiative du projet des Maisons de la Sagesse qui vont se déployer à Marseille et à Aubervilliers, peut-être encore ailleurs, je crois que le plus simple pour démarrer, c'est d'écrire comment l'idée est venue et pourquoi vous avez pensé, à mon avis à juste titre, que ce projet avait un sens maintenant, puisqu'il remonte à loin. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est un projet tout petit. Quand on vient de vous écouter, on se sent vraiment très modeste et au tout début d'une entreprise qui sera longue et lourde. Et en vous écoutant aussi, je repensais à ce que disait Barbara tout à l'heure en évoquant le kairos. C'est le moment. Quand on entend tout ça, soit on repart à la maison avec son paquet, soit on se dit il faut essayer de faire quelque chose. Donc notre idée, ça a été de faire quelque chose. Mais faire quelque chose comment? Et pourquoi cette idée des Maisons de la Sagesse? Alors là, j'ai envie très simplement de vous raconter comment l'idée est venue. Et cette idée a pris corps avec Barbara quand nous nous sommes rencontrés en Iran. Barbara était venue. Elle a fait 2 conférences. Une sur la commission Vérité et Réconciliation, qui a été un moment extrêmement bouleversant pour les Iraniens qui étaient là. Je vous laisse imaginer, compte tenu du contexte politique et géographique de l'époque, c'était quelque chose de fort. Et puis une conférence sur les questions de traduction, une conférence un peu plus traditionnelle où chacun arrivait avec son projet bien construit et où Barbara a décidé de ne pas faire sa communication à elle, mais a repris point par point tout ce qui avait été dit par les autres et a construit les conditions d'un vrai dialogue, c'est-à-dire que ce colloque qui allait ressembler à tous les colloques était devenu, grâce à cette façon d'articuler des choses sur la traduction, sur les mots, un véritable enjeu et un vrai dialogue intellectuel très intéressant. Donc ensuite, Barbara a travaillé, a continué sur les questions de traduction et c'est elle qui a été commissaire de l'exposition qui a été présentée à Marseille et qui s'appelle Après Babel, traduire. Autre façon de poser la question de la traduction comme un savoir-faire avec les différences, dit-elle, et peut-être créer les conditions de nouvelles formes de citoyenneté, de cohésion sociale, enfin bon, voilà. Et là, nous sont revenus les histoires des Maisons de la Sagesse, et on a vu comment les sciences se sont constituées dans un grand travail de traduction, qui a commencé d'ailleurs un peu avant l'islam, qui a commencé en Iran, dans le sud-ouest de l'Iran, à Jundi-Shapur, à l'époque des Sassanides. Donc nous sommes quelques 50 ans avant les invasions musulmanes, et où les rois, le roi Shapur,
fait venir les Grecs qui sont chassés par Justinien, qui arrivent là. Il fait venir aussi les Nestoriens qui sont chassés et qui arrivent et qui commencent à traduire, à travailler dans une université qui est d'ailleurs de conception assez moderne, puisqu'il y a un hôpital, il y a un observatoire astronomique, les bibliothèques, et tous ces gens commencent à traduire les Grecs, traduisent aussi bien Aristote en persan et en arabe, surtout d'ailleurs grâce aux Syriaques. Et puis ils envoient chercher des savants en Inde et en Chine, qui reviennent aussi à Jundishapur, notamment pour les domaines médicaux et astronomiques. Et puis Jundishapur s'éteint doucement et on est en 832 à Bagdad. La capitale s'est déplacée de Damas à Bagdad avec l'arrivée des Abbassides, et le calife Al-Mamoun crée une grande maison de la sagesse, Sabet el-Hekma. Et il récupère d'ailleurs beaucoup des savants qui arrivent et qui sont restés à Jundishapur, qui continuent à travailler. Ils arrivent aussi à Bagdad, et là commence un très grand travail de traduction. Et les traductions n'appartiennent à personne. Ce sont des traductions qui sont sans arrêt remises sur le métier. Et au fur et à mesure que l'on traduit, les sciences s'élaborent. Il y a notamment, on voit bien dans les manuscrits de mathématiques comment les mots inconnus restent en grec, comment ensuite ils commencent à être traduits, comment la traduction se perfectionne. On voit bien comment progressent les sciences. Et tout cela est intéressant parce que ce sont aussi des approches évidemment pluridisciplinaires. Les philosophes sont aussi des astronomes, sont aussi des musiciens, sont aussi des poètes, et toutes ces disciplines se tricotent ensemble. Donc, il est aussi, je crois, important de dire que l'arabe, c'est la langue des sciences. Ce ne sont pas des sciences arabes, ce sont des sciences en arabe. On n'est pas encore dans une espèce d'appropriation des savoirs. C'est la langue qui permet cette avancée. Et en fait, ces processus de traduction font que les mots, traduction sans arrêt remise sur le métier, font que les mots petit à petit se regardent autrement et arrivent à produire des choses. Donc, c'est pour ça qu'en entendant un jour, là je reprends une expression de Souleymane Bachir Ndiaye qui parlait à propos des maisons de la sagesse. Il nous avait fait une conférence à Marseille qu'il avait intitulée « La sagesse de traduire ». Donc voilà, nous avions un peu, j'allais dire, la bénédiction de Bachir pour nous lancer dans cette aventure, parce que bon, c'est quand même une aventure qui fait peur, parce que Maison de la Sagesse, c'est pas seulement un mot, c'est quelque chose de plus. Il va falloir y faire des choses concrètes pour la vraie vie, pour la vie de tous les jours. On ne peut pas se contenter de discuter et de rêver. Bon, d'abord, quand même détail, notre Maison de la Sagesse, nous l'avons appelée Maison de la Sagesse traduire, pour bien montrer que la traduction est le point de départ essentiel et qu'elle est envisagée, comme dit Barbara, comme un savoir-faire avec les différences. Donc, dans notre Maison de la Sagesse, je dis notre parce qu'elle est à tout le monde, elle est en train de se faire, elle n'appartient à personne et nous espérons qu'elle n'appartiendra pas à quelqu'un, elle sera le projet de tous. Donc nous avons trois... comment d'abord elle est conçue? Oui, je crois qu'il faut dire que c'est une espèce de réseau de lieux et d'actions. Donc on a dit tout à l'heure que pour l'instant nous avons un pied à Aubervilliers, un pied à Marseille, et nous aimerions avoir un troisième pied pour commencer à faire en sorte que les choses circulent. Pourquoi pas à Lille? Oui. Pourquoi pas à Lille? Oui, moi ça va, moi je n'osais pas le dire. Enfin,
Le premier de nos projets, je vais essayer d'aller vite parce que je crois qu'entre ce qui s'est dit hier, ce que vous avez dit aujourd'hui sur le pouvoir de la traduction, etc., je ne vais pas recommencer. Le premier projet très concret, c'est le projet de l'accueil, de l'accueil des autres. Alors, l'accueil, ça se fait où? Ça se fait à l'aéroport déjà, quand on arrive en France, et en remplissant des formulaires. Donc notre idée, c'est de travailler à l'élaboration d'un glossaire de la bureaucratie française à partir des formulaires qu'on a à remplir quand on arrive à l'aéroport. Parce que c'est la première violence aussi, nom-prénom, le nom et le prénom ne fonctionnent pas de la même façon dans toutes les sociétés. Date de naissance, si vous êtes iranien, vous êtes devant un problème mathématique compliqué et vous allez soit vous vieillir d'un an, soit vous rajeunir d'un an, ça dépend. Même l'adresse, c'est quelque chose qui désigne un rapport à l'espace qui n'est pas tout à fait pareil. Bon, donc nous allons essayer de faire cela très concrètement en 2 temps. Il y aurait un glossaire qui serait une application sur portable, parfois audio, parce qu'il y a je pense au Soninké, où les gens qui arrivent ne savent pas nécessairement écrire et lire, et avec les conseils, et essayer d'expliquer comment ça fonctionne, comment tu vas écrire ton nom, ton prénom, comment tu vas mettre ton adresse, comment tu vas te débrouiller pour pouvoir ne pas avoir d'ennui après, te retrouver avec ton nom d'origine comme prénom, ta date de naissance bizarre, ton adresse incompréhensible. Juste dire de trucs un tout petit peu plus violents, c'est-à-dire que c'est pas seulement à l'aéroport, c'est évidemment sur les rivages. Hein. Oui, ben ça, c'est ceux qui y arrivent. Oui, c'est ceux qui arrivent. Et la deuxième chose un peu plus violente, c'est que quand on demande à, je sais pas moi, justement un tamoul qui arrive, s'il est marié, divorcé ou pacsé, ou séparé, parce que séparé. Bon, voilà. On est dans ces discordances, dans ces violentes discordances culturelles dont l'administration française, pas plus que l'administration allemande, n'a conscience. Donc l'idée, c'est de faire un aller-retour entre ceux qui demandent ces formulaires qui sont nécessaires et qui contiennent les valeurs de la République, avec tous les guillemets que vous voudrez, et ceux qui ont à les remplir. Voilà, et il faudrait aussi que ce travail soit utile à tous les représentants de l'administration française. Donc c'est pour cela que nous avons aussi le projet de faire la même chose avec les explications pour les fonctionnaires de l'État français. Donc nous avons prochainement une réunion à Aubervilliers pour travailler sur les premiers essais avec les fonctionnaires de la police municipale, police nationale, état civil, enfin voilà. Médecins. Les dames qui sont à la cantine avec les enfants, enfin on a un spectre assez large pour essayer de travailler avec eux à tout ce que nous apprennent d'ailleurs la traduction de ces mots simples sur la culture des autres. C'est une façon aussi de découvrir l'autre et de conjurer la peur de l'autre. Donc ça c'est le premier projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Le second projet rejoint un peu la question des musées. Oui, peut-être pour expliquer, il y a un truc qui manque à mon avis, c'est on intervient dans les 3 temps. Oui, c'est ça, j'ai parlé du temps de l'accueil. 3 temporalités, voilà. Il y a le moment de l'accueil, dont on vient de vous parler, il y a le moment de ce qu'on appelle l'insertion, et là aussi on met tous les guillemets possibles, et puis ensuite il y a le moment du recul critique. Et donc ça, c'est le deuxième temps, c'est le temps de l'insertion, dont maintenant tu vas parler. Oui, donc le temps de l'insertion, on pensait qu'il était intéressant de le travailler à partir de l'idée de tout ce qui constitue la mémoire. Vous avez parlé tout à l'heure des politiques de mémoire qui renvoient à la question du musée, et nous l'avons pensé à partir de l'exemple des banques culturelles qui fonctionnent pour la plupart assez bien d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Donc ces banques culturelles, le principe c'est 3 choses. J'ai un petit projet de développement pour une petite entreprise que j'aimerais monter et je n'ai pas d'argent et je ne suis pas évidemment éligible à un prêt bancaire. Donc je vais arriver à la banque culturelle qui est aussi un petit musée avec un objet de ma famille,
dont je vais raconter l'histoire. Et je prête l'objet au musée. Je prête l'histoire, enfin l'histoire je peux la laisser aussi, je reste propriétaire de mon bien qui est déposé là, et en échange de ce prêt, j'ai droit à un petit microcrédit. Et la condition aussi, c'est, troisième élément de la banque culturelle, c'est une sorte de formation à l'entreprise, à la gestion, et souvent même quand il s'agit des femmes, des cours d'alphabétisation dans les campagnes au nord du Mali. Voilà. Et donc on se disait comment faire une adaptation française de ce principe. Oui, c'est ça. On est tout le temps entre l'espace et le temps, nous. Parce que Bagdad, Goundi Chapour, Marseille, Aubervilliers, le 6e, le 10e siècle et le 21e, comment on fait Comment on fait et ce que vous disiez tout à l'heure sur les histoires, comment, à partir d'histoires personnelles, arriver à fabriquer une histoire commune, une histoire contemporaine. Donc c'était la question soulevée tout à l'heure pour l'exemple du Maroc. Donc pour l'instant, très simplement, nous avons commencé à travailler avec une association qui s'appelle l'ADI. C'est une association qui emprunte aux banques et qui consent des prêts à des gens qui montent de petites entreprises, des gens qui ne sont pas éligibles à des prêts bancaires habituels. Donc nous avons commencé à travailler avec eux et nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous pourrons raconter des parcours de vie à partir de ces objets, de ces histoires, et de faire en sorte qu'à travers tout cela se dégagent à la fois des différences mais aussi des points communs. L'idée est qu'il y a toujours les deux aspects. C'est la même chose dans les travaux de traduction, et l'idée n'est pas de mettre l'accent uniquement sur ce qui fait la différence entre deux cultures, mais on va aussi trouver des points communs qui seront les conditions du dialogue. Oui. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser le patrimoine migrateur, c'est-à-dire de faire en sorte que des objets avec des récits qui n'ont aucune valeur marchande soient là, présents, pour montrer comment ça s'est fait une vie. Et comment ça s'est fait une vie qui fonctionne dans le monde actuel et dans la société, par exemple marseillaise. Donc on a fait une première... peut-être qu'il faut donner des exemples pour que ça soit un peu concret. Il y a un bon exemple dans l'exposition que tu as montée à Marseille sur quel est le mot qui... Non, ça c'est un tout petit peu différent. C'est très différent. C'est un peu différent, mais on va y venir. Mais ce qu'on a fait, c'est à la Friche La Belle de Mai, on a travaillé avec à la fois des arts de la rue, géniaux, et générique vapeur, et en même temps avec des gens qui avaient bénéficié d'un microcrédit déjà. Et donc qui nous avaient été désignés par l'ADI, l'ADI les avait sollicités pour savoir si ça les intéressait de montrer quelque chose. Et on a travaillé avec des restaurateurs. Alors, prendre un exemple, c'est un berbère qui a ouvert un restaurant mexicain à Marseille. C'est quoi ça? Donc, voilà. Et on a essayé de voir comment ça s'est fait. Et à partir d'un objet, donc il avait proposé une main de Fatma, une peinture qu'il avait demandé à une amie d'Aix de faire. C'était une main de Fatma, mais faite comme si c'était Frida Kahlo qui l'avait peinte. Donc voilà, on a travaillé autour de ça et autour des récits. On a travaillé autour d'autres restaurateurs et on a travaillé avec un type extraordinaire. Le jeune Malien. Gagny, oui, tu peux. Parle-en, moi j'allais parler d'autre chose, mais vas-y. Oui, ce jeune Malien monte un restaurant, il est en train de monter un restaurant. C'est un fils de forgeron. Les forgerons au Mali ont un pouvoir symbolique très fort, mais ça n'est pas forcément un pouvoir symbolique qui permet de faire vivre la famille. Donc ce jeune garçon a été obligé de partir, et il avait découvert à travers une pizza tout un univers gastronomique qui lui était étranger et qu'il a réussi à traduire avec les produits locaux, etc. Et il ouvre un restaurant, voilà. Et surtout, la chose qui nous a beaucoup marqué, c'est que nous étions en train de faire une émission de radio avec lui, et la jeune femme qui animait l'émission lui dit:
quel est votre plat préféré? Et Gagny dit le pâté de pommes de terre. Alors, on le regarde avec des yeux ronds, et il dit ah oui, le pâté de pommes de terre. Alors, j'étais en Auvergne, et il y a une grand-mère qui m'a donné la recette du pâté de pommes de terre, et le voilà parti nous racontant comment la grand-mère auvergnate lui avait expliqué la recette, et il était en train de faire la promotion de la gastronomie auvergnate. Enfin, c'était magnifique. Comme quoi on peut mettre des choses dans sa valise qui viennent de loin. Driss, tu voulais réagir? Vraiment, je c'est parce que... juste qu'on va garder une partie pour échanger. On a un troisième temps. Oui, le troisième temps encore. D'accord, alors. Donc on va peut-être passer au troisième temps. On laisse Driss réagir. Oui, Driss. Non, mais simplement parce que ça suscite, sur l'objet, migration et objet. Il y a un projet en ce moment que Sophie Bava de l'IRD coordonne. Absolument. Oui. Mais moi, si vous voulez, ça a suscité chez moi deux petits souvenirs. Le premier, c'est que lorsque je suis arrivé en France, à Marseille, à Marignane, et que mon père réparait des transistors, parce que c'était le temps du transistor, et alors qu'il était ailleurs, et donc il m'avait donné un transistor parce que pour lui, il fallait toujours écouter la BBC, Londres. Et lorsqu'il disait la vérité, c'est Londres. Londres l'a dit, ça veut dire que c'est vrai. Et donc j'avais un transistor dans ma valise, le douanier fouille la valise, il me dit qu'est-ce que c'est? Et moi, très timidement, je dis mais c'est une radio, monsieur. Et il me dit cette phrase, est-ce que tu penses qu'on a besoin de ça ici? Et c'est une phrase que je n'oublierai jamais, 40 ans après. Et l'autre chose, c'est que lorsque je travaillais sur le projet de musée de l'immigration pour Lionel Jospin, et qu'on est allé voir quelqu'un de la direction du musée de France en disant on veut un musée sur l'immigration, et une grande responsable dont je tairai le nom m'a répondu ceci: est-ce qu'on peut faire un musée avec la valise en carton? Il faisait référence. Oui. Et c'était vraiment un choc un peu... Une arme de destruction massive. Oui. Voilà ce que je vais vous dire une autre arme de destruction massive du même jus. Quand j'ai voulu faire le dictionnaire des intraduisibles qui s'appelle Vocabulaire européen des philosophies, j'ai été demander de l'argent à Bruxelles en disant voilà, c'est une manière de faire l'Europe, une manière vraiment de faire l'Europe culturelle. Et on m'a dit ah, vous voulez travailler sur la traduction? Nous n'aidons que la traduction assistée par ordinateur. Enfin, cela dit, la valise en carton, on la voit dans le musée de l'histoire de l'immigration et c'est une bonne chose. Elle est présentée dans le début des collections du musée. Alors la troisième partie de la Maison de la Sagesse, j'aimerais bien que ce soit Barbara qui en parle, puisque c'est la partie réflexion sur un plus long terme. Oui. En fait, on en parlera dimanche. C'est l'idée que on va s'attacher à ce qui bloque. Et ce qui bloque, c'est la vieille idée que j'avais dans le dictionnaire des intraduisibles. Ce qui bloque, l'endroit où ça passe pas, il faut l'affronter et il ne faut pas reculer. Au contraire, c'est là qu'on va apprendre. Et donc, si vous voulez, les intraduisibles comme méthode, eh bien, on s'est dit que peut-être ce qui bloquait le plus, c'était ce que j'appelle maintenant les intraduisibles des trois monothéismes. C'est-à-dire à partir des trois religions au fond de la Méditerranée, les religions les plus fréquentées, peut-être que la manière dont on dit Dieu, la manière dont on dit l'autre, la manière dont on dit communauté, dont on dit même la femme, dont on dit croire, peut-être que c'est pas la même chose, et peut-être que là on va comprendre qu'est-ce qui bloque. Donc c'est ça, et on travaillera là-dessus dimanche. Demain à 14h. Ah voilà, c'est ça. Je voulais simplement... Oui, on est samedi, Barbara. Je voulais simplement rajouter par rapport à l'outil intraduisible, à propos des musées aussi, le travail que nous avons fait avec nos collègues africains et Barbara sur les intraduisibles, ce qu'on appelait les intraduisibles du patrimoine, pour essayer de comprendre cette dynamique des musées qui est quand même extrêmement compliquée, parce que nous sommes dans un temps linéaire qui n'est pas un temps partagé par tout le monde, donc on ne peut pas... est-ce que les musées doivent être différents selon les cultures? Enfin bon, bref, l'idée c'était de travailler à la façon dont on traduit ou on ne peut pas traduire musée, patrimoine dans les langues d'Afrique, et de voir aussi comment tous ces concepts qui sont les concepts importants pour l'UNESCO, quand il s'agit de classer un bien au patrimoine mondial, comment la valeur universelle exceptionnelle, comment elle se traduit en Wolof, en Swahili, comment patrimoine immatériel se dit dans ces langues. Et quand on se livre à cet exercice, on se rend compte à quel point
ce vocabulaire des grandes organisations internationales a été conçu par des têtes occidentales et pour des systèmes occidentaux. Donc ce sont des espèces de choses qui sont parallèles à la vie dans ces pays. Et finalement, comme me disaient certains amis Afrique de l'Est, pour patrimoine immatériel, puisqu'ils traduisent ça par le patrimoine qu'on ne voit pas. Donc ils m'ont dit, puis tu nous embêtes, finalement qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce sont nos politiques qui vont à Paris, donc il faut qu'ils aient un arsenal langagier pour s'en sortir, mais nous, ça ne nous concerne pas. Bon, donc il y a quand même... oui, pour la notion de musée, on a eu comme traduction casse du chef quand même. Ben, oui. Et c'était ça, et c'était effectivement la bonne traduction au Cameroun. Oui. Patrimoine immatériel, très souvent au Mali, c'est la forêt sacrée. Parce que ça évoque cela pour eux, ça n'évoque rien d'autre que cela. Donc c'est particulièrement riche pour nous et on voit bien actuellement dans les processus de l'UNESCO, là cet été a été reconnue une des terres sacrées de la Polynésie française, où le continuum entre nature, culture est absolument pensé différemment d'une autre et nous renvoie. Hier, il y avait une conférence dans le cadre de Cité Philo par Camille de Toledo qui parlait du langage des arbres et des pierres. Et de cette question posée aujourd'hui, mais c'est exactement, voilà, j'allais pas dire une vision mélanésienne, mais voilà, discuter avec un Mélanésien ou un Kanak de ces questions nous fait comprendre un certain nombre de questions qu'on entend quand on marche dans les forêts. Barbara, tu veux rebondir avant qu'on vous donne la parole? Non, je veux juste dire approfondir ces questions. À quel point on est là en pleine traduction, c'est-à-dire en pleine disons, description du monde induite par une langue, induite et produite, et bon, comme une poule et un œuf. Oui, c'est tout. Peut-être je peux dire un mot sur ce qui se passe au prétoire entre des juges. Les juges dans l'affaire Katanga, qui est un chef de groupe armé, il y avait un juge français né à Versailles, un grand juge, mais un grand juge français. J'emploie ces mots, j'emploie juge grand, voilà. Et les autres juges, il doit y avoir 3 juges, étaient une juge malienne et une juge belge. Et je rappelle qu'il s'agit d'une affaire Congo, une juge belge, il s'affaire d'une affaire Congo-RDC. Et donc, à un moment donné, le juge, dans cette procédure, le juge peut intervenir à la fin de l'interrogatoire de l'accusation et de la défense, et le juge français, le juge président, dit à la personne vous venez devant établir la responsabilité. La personne explique qu'elle est devenue un jaguar et qu'étant un jaguar, elle avait mangé la population, mais que quand elle s'était réveillée du fait d'être jaguar, elle avait été effarée de ce qu'elle avait pu commettre. Et puis elle explique, mais je ne peux pas vous dire la suite parce que je n'ai pas mes fétiches sont au greffe. Alors le juge dit, ne vous inquiétez pas, monsieur le témoin, le greffe prend le plus grand soin de vos fétiches. Nous ne pouvons pas avoir ni de Coran, ni de Bible, de Nouveau ou d'Ancien Testament à la cour. Les témoins, ceci est une instance laïque, monsieur le témoin, mais vous êtes protégé par la cour. À ce moment-là, la juge malienne se dresse, c'était pas son moment de parole, elle se dresse et elle dit, monsieur le juge, toutes les instances de protection de la cour ne peuvent rien contre les fétiches. Wow. Maman. Et nous pouvons parler. Y a-t-il des questions? Alors, il y a des micros qui vont circuler et on va voir les mains qui se dressent. Là, je vois plusieurs mains. Bonjour, donc Abdelatif Imad, je suis professeur à l'université de Lille 1. Je voudrais vous remercier de
me rappeler une chose, c'est qu'en 79, je suis arrivé avec une valise, un carton, je l'ai toujours, mais je suis arrivé aussi, j'avais l'image que tous les Français hommes avaient une casquette, donc j'avais prêté à mon oncle une casquette, j'ai perdu une partie de mes cheveux. Donc ça, c'est une certaine vérité. Merci pour ce débat sur la vérité et les vérités, qui est un débat très, très complexe. D'ailleurs, je voudrais commencer par un proverbe africain sur cette affaire-là qui dit « Il y a ta vérité, il y a ma vérité et il y a la vérité ». On est toujours à la recherche de cette vérité. Et ce qui a été dit ici le souligne bien sur les apports et les limites de toutes ces expériences au niveau international sur les commissions. Et cela pose un certain nombre, effectivement, de questionnements sur les vérités, parce qu'on a besoin, quelque part, de critères qui soient lisibles aussi bien pour les personnes, les victimes, que pour les bourreaux, que pour les gens qui... Et évidemment, tant qu'on ne les a pas, on peut toujours rester sur une vérité partielle. Donc ça veut dire révéler l'ampleur de violation, c'est quelque chose de très important pour qu'on puisse savoir ce qui est véritablement ce qui s'est passé. Les conditions de violation est quelque chose de très, très, très important. Mais surtout, les responsabilités individuelles et collectives du système du bourreau fait partie essentiellement de cette vérité. C'est pour cela que j'ai trois questions. Ça a été dit, mais répondu partiellement, je voudrais qu'on y revienne. C'est la vérité ou les vérités et l'indemnisation. Parce que réduire, bien entendu qu'il faut bien réparer, réduire ce qui s'est passé, toutes ces violations-là, à une simple indemnisation, dire que tel pays, par exemple Maroc, a donné plus d'indemnisation, est-ce que cela est suffisant pour révéler la vérité, pour qu'on puisse effectivement tourner la page, faire du musée, faire des archives? Parce que cela pose éventuellement une question, ça veut dire qu'on a fait toute la vérité et qu'il n'y a plus rien à voir. Or que, à mon sens, il reste beaucoup de choses à voir pour pouvoir véritablement mettre en place la vérité. Le deuxième élément, c'est vérité et justice. Ça a été bien dit, est-il possible de faire la vérité ou les vérités sans qu'il y ait véritablement un cadre juridique, une justice de fait? Ça ne veut pas dire une vengeance, ça veut dire tout simplement qu'on puisse savoir que s'est-il passé de l'autre côté, parce qu'en fait, on parle de cause et effet. Or que là, aujourd'hui, on parle de ceux qui ont subi, on leur dit, on les écoute, ce qui est une bonne chose. Ah, ça, j'en conviens au niveau de l'instance équité et réconciliation, qu'on a pu écouter les gens, c'est une bonne chose, mais de faire de telle sorte qu'il y ait une justice sans rancune, sans vengeance, pour qu'on puisse à la fois savoir quelles sont les différentes responsabilités et juger, bien entendu, le bourreau et bien entendu écouter ceux qui étaient des exécutants, est quelque chose de très, très important. Et enfin, le dernier point, c'est la vérité et son opposé, les mensonges. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur le Maroc, c'est un an avant qu'on sache qu'il y avait des violations des droits de l'homme. Hassan II, à la télé française, disait « Il n'y a pas de lieu de torture, il n'y a pas d'azmemar, il n'y a pas ça. S'il y a ça, je ne peux pas me regarder sur les yeux. » Et donc, il y a mensonge de l'État. Après, on sait que ça existait, mais le mensonge continue parce qu'on a dit, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que la vérité, c'est que il ne faut plus jamais ça. On ne le refait plus. Or qu'actuellement au Maroc, on voit bien depuis une année, tout le monde le sait, dans le nord du Maroc, le Rif, on revient, et Idriss, tu peux le confirmer, parce qu'on s'est connus à l'époque, dans les années 70... Quelle époque, s'il te plaît? Quelle époque? 70, on s'est connus dans les années 80 à Paris. Ah, d'accord. Ah ben, si, donc à Paris. Non, c'est bon. Dans le cadre de mémoire fertile. C'est Alzheimer. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et pour dire qu'on retrouve les mêmes pratiques des procès de 1977 au Maroc, au 73, que ce qui se fait actuellement au Maroc par rapport aux événements de Rif. On retrouve la torture. D'ailleurs, dans le conseil que tu présides, a reconnu qu'ils existent. Pardon, je vous interromps pour juste ma question. Poser plusieurs questions. Ça, juste la question fondamentale, c'est que est-ce qu'on peut établir une vérité à partir de mensonges? Et c'est ça ma question, étant donné que les choses se répètent dans le temps. Merci. Une question, il y a plusieurs autres questions visiblement qui vont être posées. C'est peut-être mieux de répondre au fur et à mesure, je pense.
même... Je ne suis pas certain. Non. Non, nous voyons en plus quelques compatriotes dans la salle. Je pense que d'autres compatriotes vont poser la même question d'une autre manière. D'accord. Alors on va peut-être prendre une ou deux autres questions et vous allez faire une salle. Et la raison. D'accord. Alors. Je suis là. Jamal El-Katabi, je suis universitaire. Ce ne serait pas vraiment dans le même sens. Hein. Moi, on ne va pas se répéter, on n'est pas là on ne s'est pas concerté pour venir vous embêter. Non, la question que j'ai, moi, c'est sur la temporalité. J'ai l'impression que quand on a fait ces choses-là, ça y est, c'est réglé, c'est parti. Et puis moi, je me pose la question, dans quelles conditions ça marche, ce truc-là? Dans quelles conditions ces commissions, elles fonctionnent? Parce que est-ce qu'avec la fin d'un système ou quand un système perdure, l'apartheid, d'accord, c'est fini. Au Maroc, c'est le Morzen qui continue, qu'on veuille ou pas, c'est comme ça. Est-ce que ça marchera quand un système il prend une autre forme où il se déguise un petit peu? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on va revenir dans d'autres pays aussi? Je sais pas. C'est ça la question fondamentale pour moi. Parce que on peut parler théoriquement sur les choses, mais le peuple, quand on dit, sur cette histoire d'argent, franchement, vous savez bien l'état d'un peuple, pour accepter quand on est dans des conditions défavorables, on ne peut qu'accepter. C'est toujours une bonne source de vie. Moi, quand vous disiez la vérité, il faut aller vraiment vérité. Si on avait fait ça au Maroc, on aurait touché les hautes sphères et qui continuaient, qui étaient là. Et donc, du coup, vous me dites, moi, je vais vous donner un petit peu mon parcours et vous verrez, je suis rifin, donc je suis... Non, je vais arrêter vos questions. Il y a d'autres questions. Je vais arrêter là. Vous inquiétez pas, je suis démocrate et je vais céder si vous voulez que j'arrête, il n'y a pas de souci. Non, allez-y. Non, très bien, mon père, il a fait l'exil en 58-59. Ça commence bien. Moi, j'ai fait mon enfance, ma jeunesse contre un régime. J'ai accepté, j'ai cru au changement avec Mohamed VI. Je suis un grand soutien et ami d'Abraham Serfati et je l'ai soutenu. Et aujourd'hui, je suis dans la déception, mais vraiment dans la déception. C'est ça ce que... Même, donc maintenant, les commissions équité, j'y crois plus. Voilà. Parce que j'ai mes neveux qui sont présents là. 400-500 personnes, dont des enfants de 14 ans. J'y crois plus. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Il y a une autre main qui se tend depuis longtemps, là. Devant. Ah ouais. Oui, plein. Mais c'est pas grave, il faut Bonjour. Donc, Patrick Henrard. Deux questions à Barbara Cassin. Merci à Cité Philo pour ces très très brillants séances. Excellent anniversaire. Première question, la différence que vous donnez dans l'effet sophistique entre logologie et ontologie. Ça me paraît très très important. Et deuxième question plus spécifique à la séance de ce matin, c'est malgré ces commissions, des régressions sont toujours possibles. En France, on a nos acquis sociaux qui disparaissent. Et en Afrique du Sud, on a encore vu récemment des mineurs se faire fusiller. Bien sûr. Oui, monsieur. Catherine devant. Je peux poser ma question, mais elle sera brève. Elle sera brève. En fait, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la justice? Et que peut-on attendre de l'intervention politique? Alors c'est vrai qu'il y a une tradition, je vais dire rapidement platonicienne, d'une vérité absolue. Il y a une autre tradition qui consiste à dire, finalement, est vrai ce que les autres tiennent pour vrai. Et c'est vrai que bon, il y a une tradition ancienne, mais je pense aussi à quelqu'un d'aujourd'hui, quelqu'un comme Rorty par exemple. Comme Rorty. Et donc, je pose la question, et j'ai été un petit peu intrigué par le concept d'emboîtement des vérités. Est-ce qu'il est possible de tenir, est-ce qu'il est possible d'être juste contre la vérité?
Bien, moi je voudrais revenir à la Maison de la Sagesse. Comme vous l'avez dit, la Maison de la Sagesse réfère à l'expérience iranienne, et notamment à Bayt el-Hikm, élaboré au IXe siècle, notamment à Bagdad. Alors j'aimerais savoir si on a des connaissances et le détail des fonctionnements de ces maisons de la sagesse, notamment quels penseurs, quels princes, quel public accueillait-elle, et pourquoi, et surtout comment, petit à petit, elles se sont délitées dans le temps pour ne plus exister, disparaître, et notamment disparaître du référent philosophique arabo-musulman. Pour les nouvelles maisons de la sagesse, j'ai bien compris qu'il s'agit de l'anti-colloque contemporain que l'on connaît, où chacun vient faire sa communication et partir. Alors, dans ces nouvelles maisons de la sagesse, on va y résider, discuter, penser entre les langues, penser l'entre-langue, traduire des langues et l'intraduisible de certaines langues, et pour aboutir à quoi, à quelque chose, bon, Madame Cassin l'avait dit, quelque chose qui ne serait plus de l'ordre de l'universel, ni du communautaire, puisque, comme dit Jacques Derrida, la langue, ça n'appartient pas. Alors donc j'aimerais savoir quelle sera la nature de cette langue. S'agit-il d'un dictionnaire, d'un glossaire, ou d'un dictionnaire mondial des intraduisibles? Puis à une autre échelle, Cité Philo ou Lille se présente à mon avis comme une maison de la sagesse, ou je dirais de l'hospitalité philosophique. Alors je vais lancer un appel. 20 ans après son existence, Cité Philo se balade, n'a pas d'existence patrimoniale propre. Alors je lance un appel aux élus régionaux et locaux pour dire: aidez-nous à bâtir cette maison dans le dur, au lieu de la laisser en friche, comme la jungle calaisienne, pour migrants philosophes ou philosophes migrants. Je vous remercie. Bravo. On pourrait presque répondre à ça tout de suite. Voilà, il y a peut-être du temps pour répondre aux questions. Encore une question et il y en a deux là. D'accord. Une et voilà, encore deux questions et puis d'accord. on répond. Merci. J'aimerais revenir sur ce que disait M. Dressi Azami sur certains rôles, certains objectifs de l'instance équité et réconciliation, qui étaient par exemple créer une communauté politique. Bien dans le micro, parce qu'on a... Oui, parce qu'on n'entend pas un mot sur deux là. Dans certains objectifs étaient recréer une communauté politique par exemple, ou offrir des garanties de non-répétition de ces violations, etc. Et je vais mettre ça à l'âme de mon Maroc d'aujourd'hui, parce que je parle en tant que Marocain, et pour exprimer ma vérité en tant que Marocain par rapport à ce que dit les amis. Pour parler de ça, j'aimerais emprunter une phrase à un grand écrivain marocain, qui est Abdelatif Lahabi, qui décrit le régime marocain aujourd'hui. Il dit que ce régime a été rattrapé par ses vieux démons. Les vieux démons des années de plomb. Et ma vérité, c'est que aujourd'hui, il y a un grand fossé, il y a un grand écart entre la grandeur des principes proclamés par les discours officiels au Maroc et la réalité de tout Marocain. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans le RIF. Et je ne vais pas revenir sur ça, je ne vais pas revenir parce que la vérité aujourd'hui, c'est que la liberté d'expression est bafouée, la liberté de la presse aussi, des journalistes emprisonnés, la liberté de manifestation bafouée, la liberté d'association, etc. Et aujourd'hui, on dénombre à peu près 400 détenus politiques rien qu'en amont, même pas en amont, aussi les 6 derniers mois du mouvement de contestation populaire au RIF, et ça n'a jamais été vu dans l'histoire du Maroc, et même dans les années de plomb. Qu'il y ait autant de détenus politiques en une période aussi courte. On va revenir sur ça si vous voulez, avec des mineurs de 14 ans qui ont été cités tout à l'heure, etc., des jeunes de 18 ans qui ont occupé de 20 ans de prison ferme, etc. Est-ce que
j'ai deux questions, je vais commencer par celle-là. Est-ce que ces événements-là, ce qui se passe au retour de la répression, etc., au retour, c'était une continuité. On peut citer les 2003, les 2008, les 2011, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas l'échec de l'instance équité et réconciliation? Et là, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur cette interdiction de nommer les responsables des violations des droits humains à l'instauration même de cette instance de réconciliation. Et vous avez dit quelque chose, c'est que ces victimes ont respecté cette consigne-là. C'est-à-dire de ne pas citer des responsabilités individuelles, etc. Ce qui est faux. Ils n'ont pas respecté, ils ont été obligés. Le discours du roi, qui mettait en place cette instance équité en réconciliation, interdisait justement de citer quiconque. Et ces citoyens, qui sont ces sujets, ont été obligés de suivre ça. Est-ce qu'on peut parler, et justement pour revenir à cette instance équité et réconciliation, je ne vais pas parler sur l'indemnisation, etc. Ça, c'est un autre débat. Ce qu'elle a instauré, c'est l'impunité. Là aussi, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut punir ou pas les juger devant les tortionnaires, etc. C'est même pas ça, c'est pire que ça. C'est que les tortionnaires, non seulement ils n'ont pas été jugés devant les justices, etc., mais ils ont continué à exercer dans des sphères de l'État marocain, que ce soit de l'appareil sécuritaire ou administratif, etc. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation avec l'impunité? Est-ce qu'on peut parler de justice transitionnelle avec l'impunité? Est-ce qu'on peut parler de démocratisation avec l'impunité? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est par rapport j'en profite de la présence de M. les amis en tant que responsable de la CNDH, je ne parle pas des autres casquettes, pour parler des allégations de torture à l'encontre des militants et des détenus des mouvements contestataires du RIF. Juste, pardon de vous interrompre, il nous reste 10 minutes pour pouvoir vous répondre. On va impérativement alors à 13h. Donc est-ce que on réponde, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qu'on peut classer sur des thèmes communs, donc voilà. Je vais faire juste sur cette question, et juste pour expliquer pourquoi je pose cette question à M. Tessie, les amis. En 2015, il y a eu le rapport de l'Amnesty International sur la torture endémique. C'était écrit comme ça, et vous savez ce que ça veut dire au Maroc. Son secrétaire général à l'époque disait, et je le cite, parce que juste pour que vous sachiez pourquoi je pose cette question, les responsables marocains renvoient l'image d'un pays ouvert, respectueux des droits humains, mais tant que la menace de la torture planera sur les détenus et leurs voix dissidentes, cette image ne sera qu'un mirage. Et aujourd'hui, j'en viens aux détenus politiques aujourd'hui parce qu'il y a des allégations de torture, c'était notamment par Human Rights Watch, par Amnesty International et par d'autres institutions comme l'MDH, etc. Et le 3 juillet dernier, il y a eu des fuites dans les médias marocains par rapport à un rapport d'experts, de médecins légistes, un rapport commandité par le CNDH lui-même, qui confirmait ces allégations de torture et qui faisait état de graves abus. Mais des fuites que monsieur les amis s'est empressé de balayer d'un revers de main pour dire que le rapport n'est pas encore finalisé, n'est pas encore publié. Et j'aimerais justement lui poser la question par rapport à ça. Très bien, c'est qu'on lui laisse le temps de répondre. Donc maintenant, on ne prend plus de questions et on va passer aux réponses. Barbara ? Non, vas-y, réponds, si tu veux. Écoute, non, mais simplement. Enfin, j'aimerais vraiment dire à mes compatriotes que ce n'est pas un débat sur le Maroc. Ceci étant dit, je comprends tout à fait, si vous permettez-moi. Ceci étant dit, je comprends sérieusement, je veux dire, je suis venu ici pour rendre hommage à quelqu'un que j'ai lu et que je conseille à mes compatriotes aussi de lire. Sur la question de la justice transitionnelle, il y a eu, comme je l'ai dit, une quarantaine d'expériences et qui posent toute une série de problèmes. Mais ce qui est quand même, semble-t-il, y compris en Afrique du Sud, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui connaît 1000 fois mieux que moi ça, dans toutes les expériences, je l'ai dit, je pense, mais peut-être que j'ai parlé trop vite ou que c'était un peu abscon,
les commissions de vérité n'établissent jamais toute la vérité. Il y a plusieurs types de vérité, et d'une certaine manière, l'expérience, c'est lorsqu'on compare un peu et qu'on lit, parce qu'il y a des travaux là-dessus, et je regrette que la majorité des travaux sont en anglais. C'est pour ça que le travail de Barbara Cassin est fondamental. C'est que ce sont des modalités de transition qui ne règlent absolument pas tout le passé, qui sont le début du travail sur le passé, qui amorcent le travail sur le passé. Deuxième chose, elles n'interviennent jamais, elles ne mettent jamais fin à toutes les violations. Y compris lorsqu'elles travaillent, il y a des violations. Et donc, si on dit, attendons le temps pur, où il n'y aura plus de violations des droits de l'homme pour pouvoir travailler sur une partie du passé, on n'y arrive jamais. D'ailleurs, si vous voulez, tous les militants des droits de l'homme, ceux dont c'est un peu le métier, ce qui est un peu le mien, qui se forment sur ces questions, parce qu'elles demandent de la formation aussi, ils savent que, d'une certaine manière, les violations d'ailleurs se renouvellent. Je comprends, ceci étant dit, l'émotion qu'il y a sur ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Je la comprends tout à fait. Mais elle demande à elle-même un temps de débat. Ce que je peux dire, c'est que sur aujourd'hui, comparé aujourd'hui, à mon avis, mais ça, je ne peux pas le laisser passer, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, s'il y a un Conseil national des droits de l'homme, c'est qu'il y a des problèmes des droits de l'homme. Sinon, on ne ferait pas. Si vous voulez, dans le prochain Conseil national des droits de l'homme, il y a la loi. Maintenant, il y a une loi qui le gouverne, et il y a une nouvelle loi qui va le gouverner. Et dans la nouvelle loi qui est devant le Parlement, on va créer ce qu'on appelle un MNP, un mécanisme national de prévention de la torture. Qu'est-ce que c'est un MNP? Un MNP, il y en a aujourd'hui 55 dans le monde. Pour pouvoir créer c'est l'équivalent, si vous voulez, du contrôleur général des lieux de privation de liberté en France, qui vient de fêter hier, qui fête hier et aujourd'hui son 10e anniversaire, parce qu'il a été créé en 2007. Il y a eu l'adoption en 2002 d'un protocole optionnel de la Convention contre la torture, auquel le Maroc et la France sont partis, et en vertu, lorsqu'on ratifie ce protocole, il faut créer un MNP, et ce MNP a le pouvoir de visiter tous les lieux de privation de liberté, c'est-à-dire les prisons, les commissariats, les hôpitaux psychiatriques, les centres de sauvegarde de l'enfance, les centres pour personnes âgées, et tout lieu de privation, les centres de rétention des étrangers, les zones d'attente aux frontières, pour pouvoir contrôler et justement faire de la prévention de la torture. Et il y a un SPT, le sous-comité de la protection de la torture, qui était au Maroc la semaine dernière. Donc je ne dis pas, et personne ne le dit, qu'une commission de vérité au Maroc comme ailleurs abolit la violation. Je veux dire, c'est une modalité de traitement d'une partie du passé pour pouvoir établir une partie de la vérité et pour pouvoir commencer ce travail. Effectivement, ce qu'on ne peut pas accepter, je ne peux pas accepter de l'entendre parce que c'est contre la vérité, c'est que la situation aujourd'hui vaut pour comme ce qu'on appelait les années de plomb dans le discours militant et du journal. Les violations graves des droits de l'homme, c'est une définition. C'est une définition à part. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, il y a d'évidence des problèmes au Maroc. Mais c'est comme si on dit qu'il y a des microbes dans l'air. Mais on ne peut pas comparer aujourd'hui, même pour le RIF, je suis désolé de le dire à mes compatriotes, je comprends leur sensibilité. Vous savez, vous êtes bien placé pour savoir ce qui s'est passé dans le RIF à la fin des années 50. C'est pur, non, mais écoute, il n'y a pas, s'il vous plaît, il y a Mimoun Aziza, qui est un historien d'origine de Nador, donc du RIF, est en train de publier un article sur, par exemple, le premier travail scientifique sur ce qui s'est passé dans le RIF en 1958. C'était une guerre contre l'armée marocaine est intervenue les armes à la main, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà ce que je voulais dire. Le dernier point simplement, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est qu'on a besoin d'évidence dans toutes les expériences de vérité et réconciliation, de passer par une conception de la réconciliation que je définis comme suit. La réconciliation n'est pas le consensus, c'est la gestion pacifique du dissensus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons le droit, comme Marocains ou d'autres nationalités, de discuter et de diverger sur le réel aujourd'hui. Mais on échange, tout à l'heure, Barbara l'a dit, on échange avec les paroles, pas avec des balles. On échange, vous et moi, avec des paroles. Et c'est ça qui est fondamental à mon avis. Merci.
Barbara, je te propose que tu conclues sur... Bon, alors, d'abord, parole, cette discussion, elle est formidable. Je veux dire, tant pis si on ne répond pas, et merci de répondre comme tu peux, c'est-à-dire comme vraiment au mieux je crois, mais je comprends très bien que le dissensus là ne peut pas ne pas exister. Mais la question fondamentale que vous avez tous posée, que j'ai entendue moi, c'est est-ce qu'il peut y avoir de la réconciliation avec de l'impunité ? C'est la question fondamentale et c'est la question auquel personne ne sait répondre exactement. Parce que la justice transitionnelle, est-ce que, c'était là-dessus que je voulais insister tout à l'heure, aidos, la conscience du regard de l'autre, est-ce que c'est une punition ? Voilà. Et bon, pour l'Afrique du Sud, c'est une punition, ça a été une punition. Mais quand je suis retournée en Afrique du Sud à la fin de la commission réconciliation, on m'a dit, tu vois ce qui a changé ? Il y a des chaises dans l'école, c'est tout. Bon. C'est quand même de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que c'est une énorme machine intellectuelle et concrète, et en même temps, concrètement, il y a juste une bourgeoisie noire qui s'est établie. Je veux dire, concrètement, la pesanteur de la réalité, alors appelez-la comme vous voudrez, internationalo-capitalistique, bon, elle est là. Elle peut pas et faire ça, la commission ne peut pas changer le monde de cette manière-là. Elle peut changer ponctuellement, elle peut améliorer, elle peut faire un meilleur pour. Petit. Bon. Et voilà. On n'a pas trouvé mieux. Un meilleur qu'une guerre civile. Meilleur pour et pas assez bon. Voilà. Merci beaucoup, très chaleureusement. Merci. Et à ce soir, 20h, hommes, femmes et philosophie. Il a fait un bouquin sur le lycée d'Algérie en 75. L'Algérie expulsé 300 000 Marocains. Ouais. C'est pas connu du tout.